Et on se retrouve dans Terre Croisée avec notre invité Olivier Besancenot. Bonsoir. Bonsoir. Membre de la direction du NPA, ancien candidat à la présidentielle. On va parler d'Alstom. Le gouvernement a trouvé un accord dimanche avec Bouygues pour entrer au conseil d'administration dès que l'alliance avec GE sera finalisée. Est-ce que le soldat Montebourg a gagné la bataille selon vous ? Non, je pense que comme d'habitude, il ne gagne pas grand-chose. En tous les cas, je pense qu'il y a des milliers, les 20 000 salariés d'Alstom qui doivent trembler pour leur emploi, savoir s'il y aura des fermetures de sites, savoir si même la réintroduction de l'État dans le capital se traduira comme la dernière fois, c'est-à-dire par une purge du point de vue de l'emploi, parce que c'est ce qui s'était passé en 2004-2005. Donc la réalité, c'est que le grand gagnant, s'il faut chercher un gagnant, c'est Bouygues, qui a fait une copieuse opération, puisque je pense qu'il va gagner une petite plus-value qu'on estime en hauteur de 2,5 milliards d'euros. Il faut savoir que l'État va revendre ses parts à Bouygues, que Bouygues avait revendu à l'époque. Le Bouygues va revendre ses parts au capital cette fois-ci pour une valeur qu'on estime à 35% plus importante qu'en 2006, dans le sens inverse. Donc ça veut dire qu'en réalité, l'État, les pouvoirs publics, en réalité, l'argent du contribuable, quelles que soient les annonces du gouvernement, vont servir une nouvelle fois de vache à lait. C'est-à-dire que quand une entreprise se porte mal, l'État déboule. Dès que l'entreprise se porte mieux, on leur donne à d'autres. GE garantit 1000 emplois, a priori. Oui, mais enfin, vous savez, les garanties de GE, on les connaît parce que même les salariés de GE en France, je rappelle que l'année dernière, il y a eu 850 suppressions d'emplois. Donc ça, c'est des promesses qu'on ne peut pas entendre. La réalité qui est posée, c'est de savoir si oui ou non, plutôt que de nationaliser de façon partielle et de façon temporaire, pourquoi il n'y aurait pas une expropriation des intérêts privés tout court, c'est-à-dire une reprise publique pas temporaire, définitive de ce secteur, qui est un secteur en plus clé, stratégique. On parle des transports, de l'énergie. C'est des questions qui mériteraient que ce secteur soit sous le contrôle des salariés, ne serait-ce que du point de vue de la comptabilité, mais aussi du point de vue de la population, parce que derrière tout ça, il y a des choix de société, quelle énergie on veut faire, quel type de transport on veut faire, et on voit que... L'État n'a pas les moyens de cette opération. Et pourquoi elle n'a pas les moyens, l'État ? A priori, les caisses sont vides, c'est ce qu'on entend tous les jours. Oui, les caisses sont toujours vides de la même manière. C'est marrant parce que les caisses sont vides toujours pour les mêmes, et puis pour d'autres, on trouve toujours beaucoup d'argent. Donc la réalité, c'est qu'une nouvelle fois, quand il y a une entreprise qui se porte un peu mal, c'était déjà, à l'époque, c'était la même pour les banques. On trouve toujours beaucoup d'argent, et une fois de plus, quand l'entreprise va se porter mieux, on le donnera à des intérêts privés. Ça s'appelle socialiser les pertes, privatiser les profits. C'est un vieux principe, et on voit à quel point l'État est complice du patronat, une nouvelle fois. Petite différence, c'est que cette fois-ci, ça se fait sous un gouvernement socialiste. Vous mettez plein de guillemets avant, pendant et après. Autre dossier chaud pour un gouvernement socialiste, celui des intermittents. Manuel Valls a de nouveau appelé dimanche les intermittents opposés à l'agrément de l'accord sur leur régime d'assurance chômage à tout mettre autour de la table et à arrêter de faire peser des menaces sur les festivals. Est-ce qu'il faut que les intermittents cessent leur mouvement ? Est-ce que vous les appelez à cesser leur mouvement ? Non, moi je suis solidaire de leur mouvement. De toute façon, c'est pas à moi de dire s'ils doivent reprendre ou continuer. Ils sont suffisamment grands pour savoir ce qu'ils font. Et moi, je suis solidaire de leur combat parce que leur combat est légitime. D'autant que c'est pas qu'un combat des intermittents, c'est un combat des précaires en général. La renégociation de la convention UNEDIC, on le dit pas assez. On focalise sur le statut des intermittents et les intermittents sont le premiers à dire que ça concerne beaucoup plus de monde. Les plus de 2 millions de personnes qui touchent ce type d'allocation, en réalité, voient leurs droits, leurs allocations réduire de 0,4% en termes de pouvoir d'achat. Quand on connaît le coût des allocations, on se demande comment on peut faire pour vivre et terminer ses fins de mois tout court. Et il faut savoir qu'en réalité, on a un gouvernement qui fait 400 millions d'économies sur le dos finalement des précaires au sens général du terme, des intérimaires au sens général du terme. Le geste de Manuel Valls qui annonce que la mesure la plus contestée, savoir le différé dans le versement des indemnisations, ça compte pas pour vous ? Non, ça suffit pas, puisque de toute façon, le problème, il est général. C'est que pourquoi faire des économies de 400 millions sur ce budget alors qu'on parle des chômeurs et des précaires, quand dans le même temps, le même gouvernement donne un cadeau supplémentaire par rapport aux plus grandes entreprises, puisque par exemple, le gouvernement a décidé de réduire, voire de supprimer la C3S, qui est finalement une taxe sur le chiffre d'affaires des plus grandes entreprises, celles dont le chiffre d'affaires dépasse les 720 000 euros. Ça ne concerne pas les petites entreprises, ça concerne les plus grandes entreprises. Ce coût-là, 1 milliard d'euros pour cette seule année. Quand vous mettez d'un côté ce cadeau qu'on fait aux plus grandes entreprises, 1 milliard, et de l'autre côté le fait de s'attaquer à plus de 2 millions de personnes qui n'ont qu'une seule envie, retrouver un boulot, mais qui aujourd'hui vivent dans une situation extrêmement précaire, pardon de le dire, mais c'est une politique particulièrement révoltante, particulièrement injuste, et ceux et celles qui luttent aujourd'hui ont bien raison, et d'ailleurs le gouvernement a un peu de souci à se faire, parce qu'il y a l'air du temps, sans l'exagérer, reprend un tout petit peu de la couleur, il y a le mouvement des intermittents et des précaires, il y a des postiers dans le 92, dans le 15e, dans le 44, il y a le conflit évidemment de la SNCF. Bref, il y a ce qui se passe aussi du côté d'Air France. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas taper régulièrement... Allez, tout le monde va se coaliser. Je le souhaite. Ah oui. C'est comment il s'appelle? C'est Le Foll, il a parlé il a eu peur de quoi? De la coagulation. Vive la coagulation. Il faut une grosse coagulation sociale contre ce gouvernement qui mène
une nouvelle fois, malheureusement, sur ce terrain-là, la même politique que la droite, mais en plus avec le même discours. On monte sur les barricades alors. Parce que, non, mais sans parler de barricades, là on parle de manifestations, de grévistes. C'est ça dont on parle aujourd'hui et c'est extrêmement important. Et quand on voit la réplique et la réponse politique du gouvernement par rapport à ça, on a quoi? Un Hollande qui cherche à se refaire une santé sur le dos des cheminots et puis un Valls qui prend des intonations thatchériennes. Donc ça a un sens politique extrêmement fort parce que c'est une déclaration de guerre qui est envoyée pas simplement aux grévistes, pas simplement à ceux et celles qui se sentent solidaires de ces manifestants, mais plus généralement aux organisations du mouvement social. On accueille Audrey Pulvar pour continuer cette interview. Bonsoir Audrey. Bonsoir Laurence. Bonsoir Monsieur Besancenot. Bonsoir. D'un mot, et on va passer à un autre sujet, mais cette grosse coagulation sociale, ça fait des années que j'entends des leaders de la gauche et de l'extrême gauche comme vous la souhaiter, l'appeler de leur vœu. Elle ne vient pas. Ce qui vient au contraire, c'est manifestement un rejet massif du mouvement de la SNCF par les Français. Et avec quelle campagne politique et médiatique contre le mouvement des cheminots ? Pas que des médias, mais pardon de le dire, oui, je pense que dans le traitement politique et médiatique majoritaire qui a été fait de ce mouvement, pardon, mais il y a de quoi avoir les boules. Quand on n'est même pas capable de faire dire ou d'expliquer la raison même de la mobilisation des cheminots, je pense qu'il y a un gros problème et que chacun doit se la poser. En réalité, on a fait croire que c'est une mobilisation de privilégiés, une mobilisation qui était liée au statut. Or là, les cheminots, et ils continuent d'ailleurs pour certains à le faire, il y aura encore des manifestations demain, ils se mobilisent pourquoi? Pour une certaine idée du service public. On a cherché à faire croire, sans que ça soit démenti, qu'on réunifiait la SNCF en une seule unité. C'est absolument faux. À l'épreuve des faits, on l'éclate en 3 entités. Et on ouvre finalement à quoi? La concurrence avec toujours la même logique. Et on a le bilan de l'énergie, de la poste, des télécommunications pour le savoir. C'est en réalité tout ce qui est lourd, coûteux, pas rentable, les infrastructures, donc les rails, on laisse à l'État. Et là où il y aura du bénéfice à se faire, on l'ouvre à la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cheminots luttent contre la libéralisation du service public ferroviaire. C'est la faute des médias si les Français ont massivement exprimé leur rejet de la politique menée par le gouvernement à travers un vote pour le Front National aux européennes et un vote à droite et à l'extrême droite à la municipale. Non, pas plus que l'abstention, parce que vous pourriez rajouter l'abstention à ça. Donc le problème, c'est le sens politique que peut prendre la colère. Mais là, je suis là pour vous dire aussi que dans la contestation actuelle, justement, il n'y a pas qu'une contestation haineuse, celle qui était le bilan électoral. Il y a aussi une contestation qui n'est pas que sociale pour moi, qui prend aussi un sens politique. Et j'en reviens à cette affaire de service public, parce que pour moi, c'est un vrai choix de société qui interpelle en ce moment, je sais, tous ceux qui ont le cœur à gauche, y compris d'ailleurs pas mal de militants du Parti socialiste, qui savent que, par exemple, il n'y a pas un seul exemple, je dis bien pas un seul exemple de libéralisation, que ça soit en France ou en Europe, qui se soit traduit par une baisse des tarifs ou qui se soit traduit par une amélioration des conditions de la qualité de service. En général, partout, ça a été la flambée des prix, ça a été plus d'accidents, et on l'a vu encore récemment. Donc la question, elle est posée à tous ceux, une fois de plus, qui se disent encore un peu à gauche, est-ce que oui ou non, on laisse un gouvernement de gauche libéraliser le service public ferroviaire. Oui, mais il n'en demeure pas moins que les Français, quand ils peuvent s'exprimer, ne le font pas à travers un vote à gauche ou à l'extrême gauche. Et quand ils entendent vos appels à une coagulation, je reprends votre terme, des mécontentements, ils ne le suivent pas. Donc manifestement, ils ne sont pas, ils n'entendent pas. Quand des intermittents, des postiers, des cheminots commencent à le faire, c'est déjà une première. Surtout qu'ils le font en général en dehors du contrôle des organisations traditionnelles, et c'est tant mieux. Des coagulations de ce type-là, il y en a eu. Quand la dernière fois en France? En 2010, au moment de la réforme des retraites, sous Sarkozy, on a vécu une défaite sociale et politique. On a mis du temps à s'en remettre. D'autant plus que c'est un gouvernement socialiste aujourd'hui qui mène cette politique-là. Donc c'est pas inné, parce qu'on sait qu'il y a des connivences, des complicités entre ce type de gouvernement et puis une frange du parti du mouvement ouvrier. Donc c'est peut-être moins simple, mais en tous les cas, c'est la seule possibilité qu'on aura, parce que malheureusement, les coûts vont continuer à pleuvoir. Un mot sur l'écotaxe. L'écotaxe est-elle morte et enterrée? La question a été posée à Ségolène Royal ce matin. Elle a répondu oui, on peut dire ça. Est-ce que la nouvelle proposition du gouvernement est, selon vous, un recul ou une décision raisonnable ? Je pense qu'en gros, la décision, visiblement, de ce que j'en ai compris, parce qu'il y a aussi des sons de cloche un peu contradictoires entre Sapin, par exemple, et Ségolène Royal, donc il faudra voir exactement la vérité des prix. Essentiellement, enfin, les 2 éléments essentiels pour nos téléspectateurs, c'est qu'on passe de 15 000 km de réseau qui devaient être taxés à 4 000, que ce sont donc essentiellement les grands axes qui sont concernés, et que les profits de cette taxe, qui était estimée à 1,1 milliard d'euros, vont passer à 500 000 euros. Oui, à nuance près, c'est que les grands axes, j'en suis pas forcément persuadé. C'est-à-dire que les grands axes autoroutiers, je pense qu'une nouvelle fois, seront épargnés. Donc, comme beaucoup, j'ai peur qu'on nous fasse une écotaxe bis.
un peu au rabais et qu'on ne réponde pas aux problèmes de fond. Donc vous allez me trouver un petit peu monomaniaque, mais je vais en revenir au service public ferroviaire, par exemple. Oui, mais il faut savoir qu'une des mesures, parce qu'il faut donner les moyens alternatifs à faire en sorte qu'on ait moins de camions sur les routes. Parlons par exemple du ferroutage. Or, le ferroutage, c'est quoi? C'est précisément prendre les camions, les mettre sur des rails. Or, la libéralisation du service public ferroviaire du fret en 2006, ça fait quoi? Ça fait que des gares de triage ont fermé. Ça veut dire que dans certains grands centres de triage, par exemple du côté de Sotteville-lès-Rouen, vous avez des locomotives qui ne bougent plus, qui sont là laissées à l'abandon. Et donc, très concrètement, sans exagérer, on peut dire que la libéralisation du fret a fait que des milliers de camions ont été un petit peu plus encore sur les routes. Donc la décision aujourd'hui du gouvernement, elle est complètement contradictoire. On ne peut pas libéraliser d'un côté le service public ferroviaire et nous faire croire qu'on va retirer des camions des routes. Et derrière ça, il y aura un choix de société à discuter. C'est quel type de mode de production et de consommation on veut faire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on déplace, comment on déplace et comment on le fait. Une réaction rapide aux propos de François Rebsamen sur le chômage des seniors. Il annonce qu'il va étendre le dispositif de la prime de contrat de génération. Jusqu'à maintenant, elle concernait les seniors qu'on maintenait dans l'emploi à condition d'embaucher un jeune. Et là, ce sera pour aussi les seniors qu'on embauche avec un doublement de la prime. Ouais, mais ça, ces petites annonces comme ça, par petites touches respectives, moi, j'y crois pas une seule seconde. Je crois pas que ça aille dans le bon sens, parce que la réalité, et le problème, il est de toute façon général, c'est qu'on trouve toujours un passement de jambes du côté du gouvernement pour pas poser la vraie question. Et la vraie question, c'est le partage du temps de travail. C'est que c'est une aberration dans ce pays qu'on demande à ceux qui ont encore la chance d'avoir un job dans le public ou dans le privé de travailler de plus en plus longtemps. Alors que dans le même temps, il y a 5 millions de personnes qui attendent une seule chose, c'est trouver un emploi. Il faudrait qu'on travaille moins à l'intérieur pour que tout le monde à l'extérieur ait un emploi. Ça s'appelle le partage du temps de travail. Ça passe par une réduction du temps de travail. Merci Olivier Besancenot d'être venu ce soir dans Tir Croisé.